important, c'est l'essentiel. Le plus important, c'est les 3 points. Et souvent, l'essentiel, c'est le plus important. Allez, Kevin, tes 3 points pour commencer, s'il te plaît. Le premier point, c'est quand même la défaite de l'Olympique de Marseille, que personnellement, en tout cas, je trouve sévère sur les 90 minutes, même s'ils ont été meilleurs en première mi-temps. En seconde mi-temps, encore une fois, c'est, j'ai envie de dire, une erreur individuelle qui permet à Nice de marquer sur ce coup franc. En deux, c'est donc l'OGC Nice qui, par contre, continue son petit bonhomme de chemin avec cette victoire, finalement cette belle victoire, parce que les Niçois ont su réajuster un petit peu en deuxième mi-temps, en jouant de façon un peu plus directe et en bousculant un peu plus les Marseillais. Et puis, mon troisième point, c'est la victoire du Paris Saint-Germain avec un bon Kylian Mbappé en ayant fait tourner. Donc, c'est tout bénef pour Luis Enrique. Les 3 points de Kevin, les 2 points, vous le savez, comme tous les samedis pour Coach Courbis, bien sûr. Je commencerai par le match de l'après-midi avec la victoire du Paris Saint-Germain qui fait un match sérieux. Un match qui ressemblait plutôt à une revue d'effectifs avec de bonnes surprises, de moins bonnes. Et là, on verra un petit peu l'équipe qui sera alignée contre Milan. Et ensuite, évidemment, ce match Nice-Marseille, un match avec 2 compositions d'équipes qui déjà nous ont fait dire avant le match qu'on devrait assister à un beau match, des équipes avec des joueurs offensifs ou à vocation offensive des 2 côtés, encore même plus du côté de Marseille. L'OM n'est pas récompensé et avec en plus quelques pépins pour le calendrier qui arrive maintenant avec blessures, expulsions, suspensions. Ça va quand même être compliqué, mais bon, retenons un match très, très sérieux et un match encourageant. L'important, c'est les 3 points pour toi et aussi Marion. Je terminerai aussi avec bravo à Nice parce qu'on n'est pas premier par hasard. Leader du championnat, effectivement, ce soir. Marion, tes 3 points. Mon premier point, c'est un PSG ultra offensif en 3-3-4 face au bloc bas strasbourgeois. 4 attaquants, c'est du Enrique, c'est très rare. Mon deuxième point, c'est la faiblesse quand même des Strasbourgeois. Je plains Patrick Vieira, vraiment, je les plains cet après-midi avec une équipe type qui n'arrive pas à trouver un schéma de jeu impossible à mettre en place. Et puis le troisième point, c'est le match que l'on vient de voir avec le coup tactique de Farioli. Moi, je veux dire du bien de l'OGC Nice. Un bloc plutôt bas et on attend les Marseillais. On pique en contre. Moi, j'ai trouvé ce match, j'ai trouvé que c'était un petit peu une purge en première mi-temps, mais j'ai trouvé que l'OGC Nice avait fait le job. Je te rejoins totalement sur le un petit peu une purge. 32-16, Niçois, Marseillais, n'hésitez pas, on vous attend. Je le disais, on est direct sur YouTube, donc il y a vos commentaires qui tombent sur le plateau. Vous êtes plutôt plusieurs, notamment Théo, a demandé il est où Gilbert Bribois. Il est où? Il fait ce qu'il veut de son samedi soir. Il n'est jamais là samedi, les gars, Gilbert. Il sera de retour demain soir, ne vous inquiétez pas. Kevin va encore se payer Balerdi, nous dit, je l'ai vu passer tout à l'heure. On verra ça dans quelques instants, parce qu'on va commencer par Nice. Nice qui est leader de Ligue 1 ce soir. Alors, Monaco, en cas de victoire contre Metz, repassera devant, mais Nice, après 9 journées, c'est 19 points, 1 point d'avance sur le Paris Saint-Germain, seule équipe invaincue, meilleure défense. Alors, semaine après semaine, j'ai l'impression qu'on se pose toujours la question Nice, c'est quoi le projet, c'est quoi le plan de jeu, etc. Est-ce que vous arrivez à cerner Nice? En fait, est-ce que Nice est une équipe qui va jouer le podium toute la saison? Est-ce qu'elle profite d'un calendrier? Est-ce que vous arrivez à cerner le GC Nice, en fait? Le GC Nice, c'est simple, c'est une équipe qui est là pour gagner les matchs. Et donc l'entraîneur, il s'adapte en fonction de l'adversité. Là, en première mi-temps, il était en difficulté. Donc, comme l'a dit Marion, ils ont attendu, ils ont laissé passer l'orage. Heureusement pour eux, l'OM n'a pas réussi à marquer ou à marquer un but qui était finalement hors jeu. Et derrière, en deuxième mi-temps, ils ont réussi quand même à réajuster un petit peu, à sortir un peu plus, à mettre en difficulté l'OM et surtout à profiter de cette grossière erreur pour derrière marquer sur le coup de pied arrêté juste après. Mais aujourd'hui, je suis désolé, moi je ne pourrais pas analyser le match de Nice sans parler de l'occasion énorme ratée par Pierre-Emerick Aubameyang juste avant, sans parler du bon match quand même des Marseillais. C'était un match équilibré, et comme dans beaucoup de matchs équilibrés, celui qui marque en premier, il a quand même de grandes chances de marquer, surtout quand c'est dans les 20 dernières minutes. C'était pas un bon match de l'OM. Vraiment, Kevin, c'était pas un bon match de l'OM. On peut toujours trouver des excuses. Moi, je trouve en tout cas que c'était pas un meilleur match de Nice que celui de l'OM. Moi, je trouve que Nice, justement, a été... c'est la meilleure défense du championnat et on le sent. Ils ont été offensifs, ils ont été là. Moi, au bout du compte, ce que je vois, c'est que après le carton, ils en profitent. Alors effectivement, oui, c'était, comme je l'ai dit, une purge en première mi-temps. Deuxième mi-temps, moi, je trouve qu'on est dur avec l'OGC Nice alors qu'ils font un parcours
parfait pour l'instant. Et Farioli. C'est pas dur avec Purge. Ah bah, non, Roland, il faut être sérieux quand même. Non, non, j'essaie de l'être, je ne dois pas y arriver. Non, moi je trouve aussi que c'était pas forcément sérieux. C'était un match de haut niveau, équilibré. Mais l'OM, tout le monde se plaint de ce qui se passe. Mais là, j'ai vu un OM quand même avec deux arrières latéraux offensifs, un milieu avec des bons joueurs, Harit qui arrive à poser des problèmes. Nice, si c'est la boxe, ben, il y a cette expression, ils sont battus au point par un OM qui fait un match correct, pas avec une purge. C'est dingue, enfin, c'est dingue de défendre autant l'OM. Alors, qu'est-ce que vous dites? Mais je ne défends pas l'OM, je défends le match. Je ne vois pas où c'est qu'il y a la purge. On dit que c'est un match équilibré. Un match équilibré, ça peut être... On parle d'un combat de boxe. Ah bah, si vous avez vu un bon match, messieurs, je ne suis pas rassuré pour la Ligue 1. Alors, mais on t'a pas dit qu'on a vu un bon match, on a dit qu'on a vu un match équilibré. On a vu un match équilibré où, comme si on compare un combat de boxe, quand tu as un match équilibré, des fois, tu en as un qui arrive à mettre un KO. Le KO, ça a été le carton rouge et le but juste derrière. Mais si c'est Aubameyang qui marque juste avant, on dit que l'OM fait un bon match et gagne logiquement. Moi, je trouve que la saison de l'OM est hyper inquiétante. Mais là, on n'est pas là pour analyser la saison de l'OM, on est là pour analyser le match à Nice. Eh ben moi, je trouve que l'OM n'a rien montré. Nice a été meilleur parce qu'ils ont réussi sur la fin à profiter de cette opportunité de marquer. Et derrière, ils ont tenu le résultat. Arrêtez, les gars. Un bon match de l'OM. Enfin, moi, je sais qu'est-ce que c'est ce match. Je vais faire un truc que je fais rarement, mais ça ne me dérangerait pas de perdre 1 heure, voire 1 heure et demie, parce que là, je m'inquiète avec la vision que je peux avoir d'un match. Alors, ce sera 1 heure match. Et je vais regarder ce soir à minuit, il remonte ce match-là. Sérieusement, je vais le regarder parce que là, je peux mettre en doute ma vision de ce match. Mais alors, sans revenir sur la vision du match en lui-même, et l'OM, on va y revenir dans un instant. Mais si on reste sur Nice, Roland, est-ce que Nice, toi, tu vois le projet, tu arrives à voir ce que cette équipe va donner en fait sur une saison? Je vois une manière de jouer. Une équipe qui a un effectif, je dirais, pour jouer un rôle intéressant. Ils ne vont pas avoir le handicap, même si tu as le plaisir, mais tu n'auras pas le handicap de pouvoir jouer le mardi, le mercredi ou le jeudi. Et si les Niçois sont épargnés de blessures, ben, je trouve que ça sera une équipe qui emmerdera tout au long de la saison. Et c'est pas par hasard qu'ils sont invaincus, même si un match nul, pour moi, dans cette époque que nous vivons, c'est une petite défaite. Ça fait rien. C'est pas non plus une défaite. Et voir les Niçois avec 19 points aujourd'hui, ben, sincèrement, on ne peut que les féliciter. Surtout que c'est un nouvel entraîneur qui arrive. Puis on est en train, c'est pour ça que je trouve Marion sévère, on est en train de parler d'un match qui se joue. J'ai quand même eu le plaisir de connaître ce métier d'entraîneur. Quand il y a une coupure internationale, que tu récupères 7, 8, voire 9, 10 joueurs à droite, à gauche, qu'il faut que tu prépares ton match, que tu mets la meilleure équipe possible, que tu ne te fasses pas de conneries dans les changements. Ben, le match de ce soir, quand je vois la composition d'équipe de Gattuso, sincèrement, j'aurais été moi avec un peu plus de prudence. Donc je dis bravo Gattuso. Nice qui ira à Clermont pour son prochain match. Donc il y a encore, en termes de calendrier, des choses à faire. Ensuite, il y aura réception de Rennes, déplacement à Montpellier. Mais si tu vois le calendrier de l'OM entre l'Europa League et les matchs à venir... Tiens, justement, ça allait être un moment décisif, mais pour finir sur Nice, c'est vrai qu'il y a des joueurs en plus qui sont remplacés là, comme Mofi, qui fait pas. Puis attends, je ne parle pas des problèmes internes que Nice a pu avoir, hein, avec un joueur qui a failli se suicider, avec Attal qui a une plainte. Donc ça, Todibo aussi qui a été. Todibo, bon, qui a eu ce sourire un petit peu déplacé. Donc il y a tous des petits détails. Et malgré ce, il se débrouille à passer outre et à battre l'OM avec cette ouverture du score possible à 0-0. Sincèrement, c'est évidemment, il y en a plusieurs de tournants dans un match, mais celui-là, je crois que c'est le tournant numéro 1. Le tournant, 75e, Balerdi prend un carton jaune, 78e, deuxième carton rouge, exclu, 79e, Guessant qui marque. C'est vrai que vous êtes vite revenu sur ce tournant, sur l'Olympique de Marseille aussi, pour expliquer la victoire niçoise ce soir. Nicolas nous appelle, supporter de l'Olympique de Marseille, au 32-16. Salut Nicolas, bienvenue dans l'After. Salut à tous, bonsoir. Merci. Salut Nicolas. Avec grand plaisir. Écoutez, ça tombait bien qu'on joue ce match à Nice parce que c'est la patrie de Spatviari. Ce soir, en fait, c'est un énorme braquage auquel on a assisté à Nice. Parce que moi, je vous ai entendu là tout à l'heure
quand j'étais en ligne avec vous. Nice, si en première mi-temps, ils n'arrivent pas à toucher Morgan Sanson pour ressortir à peu près un ballon, techniquement à Nice, il n'y avait rien. Donc le fameux Farioli Ball dont on parle, on dirait plutôt la Grèce en 2004 à l'Euro. C'est hallucinant d'une équipe comme ça depuis cette première de Ligue 1. Et je ne sais pas comment il va faire la brune pour récupérer 800, 900 millions. Quand tu vois des équipes jouer comme ça, c'est lunaire. Attends, déjà, juste Nicolas, juste sur le constat sur Nice, que Marion, toi, t'étais pas d'accord avec ça. Qu'est-ce que tu réponds Oui, à... oui, j'ai entendu ce que disait Marion en préambule. Mais après, bon, chacun sa vision des choses. Mais en tout cas, moi, là, c'est les deux visions opposées. C'est une belle équipe de football. Ouais, pourquoi pas. Là, factuellement, ils ont gagné, ok. Mais c'est hallucinant pour moi d'avoir autant de points en jouant comme ça. Enfin, c'est fou. Après, bon, et sur l'OM alors? Sur l'OM, ce soir, ça nous a permis de confirmer plusieurs choses. Deux choses en particulier, à savoir que des mecs comme Unai et Aubameyang, ils doivent absolument plus jamais débuter un match avec Marseille. Parce que lorsque tu as vu Vertou rentrer, il a fait en 10 minutes plus que Unai en 50 minutes. Moi, je trouve que malheureusement, c'est peut-être un très bon joueur avec le Maroc ou dans un autre module. Mais dans ce schéma de jeu qu'on a voulu mettre en place à Marseille, c'est un garçon qui, pour moi, pas la place qu'on lui accorde en ce moment. Et Aubameyang, qui est censé être un leader d'attaque, grand attaquant, finisseur, c'est indigne de la considération qu'on a bien voulu lui accorder. Parce que tu peux pas te permettre de rater sur des matchs comme ça. Et c'est là que tu vois la différence avec un vrai grand attaquant et un attaquant lambda. Et là, en l'occurrence, j'ai bien peur que Aubameyang soit juste un joueur lambda. Et avec l'effectif de l'OM, donc, tu démarres avec qui au poste d'Aubameyang? Déjà, j'espère qu'on va pouvoir conserver... comment dirais-je, Kondogbia et Vertou dans du coton et que ces joueurs-là vont pouvoir débuter rapidement. Et devant, Vitinha, il est peut-être pas extraordinaire, mais je vois pas ce qu'il pourrait faire de pire qu'Aubameyang. Après, nous, on a des solutions devant, on n'a pas 300 000, hein, donc tu sais que tu vas faire jouer soit Vitinha, soit Aubameyang. Aubameyang, je sais pas pourquoi il a un totem depuis le début de la saison, parce que c'est un mec qui a, je suis navré, rien montré. Il a mis un doublé contre le Havre. Certes, mais le Havre, c'est pas non plus des cadors. Mais là, à chaque fois, match après match, et purge après purge, tu vois qu'Aubameyang, malheureusement, son aura et son talent de footballeur, il a laissé en Angleterre, en Espagne, il n'a plus rien en France, quoi. Aubameyang, on continue à en parler dans un instant, mais Gattuso est en conférence de presse en direct de l'Alliance Riviera. On va tenter une réponse de l'entraîneur en direct de l'Olympique de Marseille sur RMC. Gattuso. Et alors là, je pense qu'on est sur la trad, peut-être. On entend rien. On a le son ou pas Ça a coupé. Ça a peut-être coupé. Bon, on va voir dans un instant. Est-ce que sur Aubameyang, Ouais, sur Aubameyang, oui, effectivement, c'est extrêmement décevant, mais à l'image de beaucoup de joueurs de Marseille cette saison, encore une fois. C'est pas méchant ce que je dis, c'est juste que c'est une réalité. On voit pas grand-chose. Et même le coach Gattuso, je ne sais pas s'il pourra faire grand-chose de cette équipe. Je veux dire, je pense que l'OM a eu des coachs bien meilleurs ces dernières années, à commencer par Tudor, à continuer par Villas-Boas, en continuant par Sampaoli. Tous ces gens s'en vont au bout d'un an, n'en peuvent plus, ça change de coach tout le temps à Marseille. Il n'y a pas d'équilibre. On a quand même un président qui a failli démissionner il y a un mois. Moi, j'ai quand même du mal à dire tout va bien dans le meilleur des mondes à Marseille. Après, en plus, on le dit, un match qui était quand même pas exceptionnel et où on prend un carton rouge, où il y a des blessures, où il y a des... Bon, voilà, donc moi, je reste très objective et je vois quand même un Marseille qui a du mal. Et c'est vrai que c'est pas une Ligue 1 qui fait énormément rêver en ce moment. Ça, c'est sûr. Non, mais de toute façon, personne n'a dit que Marseille, tout était bien dans le meilleur des mondes. Mais aujourd'hui, si on est objectif, que tu regardes les statistiques ou que tu regardes surtout le match, c'est un match qui était à une possession de 50-50, avec à peu près à 7 passes près le même nombre de passes réussies, 8 occasions à 7, 10 tirs à 9. Enfin, le GC Nice a battu Paris cette saison. Le GC Nice fait une très belle saison quand même. C'est quoi, c'est 10 matchs Ça n'a rien à voir avec le GC Nice. Aujourd'hui, quand tu analyses un match de foot, tu ne peux pas analyser uniquement le résultat aujourd'hui. Bon, bah alors tout va bien à Marseille. Alors on va rester là-dessus. On va rester sur tout va bien. On va pas critiquer l'OM et on va dire que c'est une bonne saison. Si tu veux critiquer l'OM, tu peux le faire. Il n'y a pas de problème. Mais en tout cas sur le match, il y a des blessés. Il y a d'une extrémité à l'autre. Sur le match, dans le sens qu'il y a des choses qui doivent être améliorées.
notamment la finition, parce que l'OM arrive à prendre à défaut cette défense dans le dos de Dante, qui pourtant à 40 ans est extraordinaire. Mais aujourd'hui, l'OM a un attaquant. Moi, je ne serais pas aussi dur que l'auditeur avec Aubameyang, mais Aubameyang, bien sûr, qui doit au moins mieux faire et cadrer, parce que sa tentative de pichenette, on l'a tous vu à 2 km, et le gardien aussi, il est bien resté debout. Du coup, ça touche la base du poteau. Mais sur ce genre de match, on sait qu'il faut mettre des occasions, sinon tu es en difficulté. Coach. Mais je veux dire, compte tenu de ce que nous avons vu ou pas vu depuis le début de la saison, là j'insiste sur les difficultés qu'il peut y avoir de préparer un match après une coupure de 15 jours, c'est une coupure internationale. La composition d'équipe déjà de l'OM ce soir, je la trouve même audacieuse. J'attendais avec impatience et avec curiosité qu'est-ce qu'il allait se passer. Et j'ai vu un OM non pas extraordinaire, j'ai vu un OM en amélioration par rapport à ce que nous avons vu ou pas vu depuis le début de la saison. Mais il est possible que j'ai mal vu, c'est pour ça que ce soir, en rentrant, je vais regarder le match. Et Yanis, supporter de l'OM, nous a appelé au 32-16. Salut Yanis. Salut Thibaut, salut coach, salut Kevin. Salut Yanis. Salut Yanis. Bienvenue dans l'after. Yanis, tu entendais ton collègue Nicolas juste avant les débats dans l'after. On était sur Aubameyang. Est-ce que toi d'ailleurs, le tournant du match, c'est ce raté d'Aubameyang vous me parlez assez peu finalement du carton rouge de Balerdi, quoi, mais c'est quoi pour toi le vrai tournant? Alors, en fait pour moi il y a ces deux actions, enfin trois, si on prend en compte le premier carton jaune de Balerdi qui est complètement débile. Mais oui, effectivement, la grosse occasion d'Aubameyang, c'est un tournant. Franchement, enfin, ça passe comme ça. Je ne sais pas pourquoi il tente un piqué alors que il peut ouvrir des deux côtés, il peut mettre une. Il peut dribbler le gardien surtout avec sa vitesse. Le gardien. Enfin, franchement, il a 14 solutions possibles. Je pense que je ne vais pas vous la prendre à vous et il choisit, je pense, la plus compliquée. Techniquement parlant, donc ça c'est un mauvais choix, mais de toute façon sur le trio d'attaque c'est pas le seul qui a fait des mauvais choix parce qu'ils en ont tous fait et du coup à ce propos moi j'ai une petite question pour vous. J'aimerais savoir qui Vitinha a tué dans l'entourage du board de l'OM pour ne jamais jouer. Non, mais après les gars, prestation Vitinha, je l'aime bien, il est sympa et tout, mais Vitinha, si Vitinha c'est un meilleur joueur qu'Aubameyang, pour l'instant il ne l'a pas montré en tout cas. Donc après Aubameyang, c'est vrai qu'Aubameyang, comme on dit un peu à l'ancienne, il bouffe la feuille parce que vraiment avec son niveau, cette action, il doit mieux faire, il doit cadrer. Après si le gardien fait un exploit, il fait un exploit, mais il doit mieux faire. Maintenant, Thibaut, tu me demandes est-ce que le tournant du match c'est Balerdi? Après Balerdi, je vais le dire parce que sinon Walid, je le trouve mieux. Il est mieux à force de jouer. Il est toujours, il arrive maintenant à être quand même plus régulier. Mais il a toujours l'énorme défaut au plus haut niveau. Il a toujours l'énorme défaut de faire une grosse erreur par match. Et aujourd'hui, quand tu as déjà un jaune, tu peux pas te jeter comme ça. À un moment décisif que c'est le tournant. S'il te l'a fait à 3-0, on s'en fout. C'est ça. Oui, non, mais c'est ça. Mais après, du coup, Kevin, je suis pas en train de te dire que Vitinha est meilleur qu'Aubameyang, mais c'est juste que quand on regarde du coup son début de saison où il met quand même 2 buts en championnat, il fait des entrées convaincantes quand il a l'occasion de jouer 25 minutes. Il se dépense sur le il n'est pas bien rentré lors du dernier match. Hein. Non, il n'est pas bien rentré lors du dernier match, mais c'est lors du dernier match. Et franchement, son début de saison, moi, je le trouve pas si catastrophique. En tout cas, pas au point de jouer 5 minutes par match, ou pas du tout. Et franchement, quand tu vois les 3 de ce soir, Ndiaye, il joue la tête dans le guidon. Il va vite falloir qu'il se remette quand même la tête à l'endroit et qu'il digère son transfert parce que ça peut pas continuer comme ça jusqu'à Noël. Sarr, il court super vite, mais dans le dernier geste, c'est catastrophique. Après, on le sait, on l'a pris parce qu'il s'est éliminé, mais que dans le dernier geste, c'est compliqué. Et Aubameyang, ok, il a sa carrière et son passé de très bons joueurs, voire de grands joueurs pour lui. Mais pour l'instant, ce qu'il montre depuis qu'il est arrivé, c'est loin d'être suffisant. Moi, je suis désolé, mais je comprends pas qu'on donne pas sa chance à un joueur qui était quand même un peu mieux sur ce début de saison. Avec le calendrier qui arrive, je suis sûr que Vitinha aura l'occasion de marquer des points. Pour ce qui est Aubameyang, on peut tous réfléchir. Moi aussi, je me dis, tiens, qu'est-ce que j'aurais fait, qu'est-ce que j'aurais pas fait. Quand je me rappelle du match contre le Havre, où on était toujours en train de dire, il ne marque jamais, il n'a marqué que des buts en Coupe d'Europe et tout, et qui marque ce but, contrairement à ce piqué là de ce soir, le but contre le Havre, c'est un geste technique de très bons joueurs. Et la talonnade qu'il fait après sur Sarr, j'ai dit tiens,
avec la coupure derrière ça, une bonne discussion avec le nouvel entraîneur, je pense que Aubameyang, après cette coupure, va enchaîner. Malheureusement, ça s'est joué un poteau. Il n'a pas enchaîné du tout parce que avant le poteau, j'essayais de le trouver. J'étais en train de me dire, une fois de plus, c'est sûr que Sanchez n'a pas été remplacé. Alors, il y a une chose aussi que je voulais dire sur Aubameyang, quand même beaucoup plus pragmatique, c'est qu'il coûte cher et qu'on ne va pas mettre un joueur qui coûte aussi cher sur le banc. Et que... Vitinha, il a coûté cher aussi. Hein. Oui, il a coûté cher, mais je parle du salaire également. Hein. Et Aubameyang, c'est pas possible, il vient d'arriver, c'est une star, si on peut dire, et donc je vois mal Longoria et Gattuso se dire on le laisse sur le banc. Gattuso qui avait gagné son premier match contre Le Havre juste avant la trêve, qui perd ce soir. Roland, tu parlais du calendrier à venir, donc il y a l'AEK Athènes jeudi prochain en Ligue Europa, Marseille-Lyon le dimanche d'après, il y aura un Marseille-Lille la semaine suivante. Est-ce que ce soir, au-delà du résultat, dans la performance, il y a une matière d'espérer? Est-ce que vous voyez quand même une sorte de pas de Gattuso, enfin quelque chose qui permet d'espérer que l'OM réussissent cette bonne période? Là, de toute façon, ce seront les résultats qui répondront. Parce que si Farioli n'avait pas gagné aujourd'hui, on aurait demandé est-ce que Farioli a été pris par la méthode Gattuso. Là, maintenant, c'est inversement. En tout cas, comme a dit le coach, moi, je pense que c'est un peu mieux quand même que ce qu'on voyait. Aujourd'hui, ça ne tourne pas en leur faveur, même s'ils ont eu l'opportunité. Maintenant, on a dit aussi cette semaine que cet enchaînement de matchs avec des très très bons adversaires, et en plus tous les 3-4 jours, ça va être très très difficile pour l'OM et ça va être un énième tournant, ou en tout cas dans ce genre de club, il y a pas mal de tournants dans la saison, mais l'enchaînement des 3-4 premiers matchs qui vont arriver, les 3-4 prochains matchs qui vont arriver, ça va être difficile et ça va être décisif, et malheureusement pour eux, ils l'ont mal entamé ce tournant. Oui, parce qu'on pourra discuter des qualités et des défauts de ce nouvel effectif de cette année de l'OM, mais on parle pour moi pas assez de la quantité. Pour pouvoir jouer tous les 3 jours, avec en plus les 5 changements, il faut que tu aies pratiquement 22, 23, 24, voire 25 joueurs pour pouvoir changer, pour pouvoir faire en sorte que les joueurs se partagent le boulot. Parce que là, tu vas aller de blessure en blessure. La blessure de Klose. Remplacé par Murillo à la mi-temps. Oui, c'est une blessure qui est inquiétante parce qu'il vient de jouer deux matchs en 3 jours avec l'équipe de France et en plus il a marqué des points. On a quand même Verretou qui aille sur la pointe des pieds parce qu'il a eu ce problème aux ischios qui est un problème très délicat parce qu'il y a souvent des rechutes. La blessure de Paolo Lopez, excuse-moi, un gardien de but qui se blesse en dégageant. Ouais. Et là j'ai pas de commentaire à faire. Je dis bon, ok, pourquoi pas. Voilà, c'est le seul truc qui me dit pourquoi pas. On peut maintenant se claquer quand on va dégager à 30 mètres son camp. Oui, pourquoi pas.